Avec Mathieu Louvès, donc ce soir. Merci d'être avec nous. Merci, vous êtes membre de l'association des Amis d'Éric Zemmour. En face de vous, William T. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Pour commencer, l'actualité politique de ce soir, c'est bel et bien Éric Zemmour à Versailles. Le polémiste, pas encore candidat, à participer à une conférence des éveilleurs d'espérance pour draguer, dit-on, l'électorat catholique traditionnaliste. Cette association créée en 2015, proche de la Manif pour tous, qui organise régulièrement ce type de conférence avec des personnalités du monde politique. Ce soir, il y avait 1500 personnes au Palais des Congrès de Versailles. La salle était pleine et lorsque Éric Zemmour arrive, il n'est pas encore candidat, mais certains candidats à la présidentielle aimeraient bien voir ces images. William T, je disais qu'il n'est pas encore candidat. Éric Zemmour, il a tout compris à la politique? Il a tout compris à la politique, mais en même temps, Éric Zemmour, c'est un produit marketing comme l'était Donald Trump ou Boris Johnson. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un candidat hors système, mais il était dans le système, donc il maîtrise tous les codes médiatiques. Il est très habile, il est très talentueux, il a été constant dans une partie de son discours depuis une vingtaine d'années. Donc c'est pour ça qu'il attire beaucoup de public. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il arrivera à faire la conversion d'un polémiste candidat qui a porté un bon constat, qui était juste et qui a soulevé des bons problèmes de société à un éventuel président de la République? Ça veut dire quelqu'un qui incarne les deux corps du roi, à la fois l'incarnation du chef de l'État et également la fonction de chef de gouvernement. C'est une véritable question. Pour l'instant, il apporte des bons constats, très peu de solutions. Reste à lui de démontrer pendant ces 6 prochains mois qu'il arrivera à le faire. Justement, c'est cette constance qui paye aujourd'hui? Moi, je pense qu'il a 3 atouts, Éric Zemmour. 1, c'est la constance. 2, c'est le fait qu'il n'est pas un homme politique, alors que les Français ont montré en 2017 qu'ils voulaient balayer une partie de la classe politique. Et après, 3e point, c'est qu'il est capable d'affronter ce qu'on appelle la bien-pensance. Et donc, il a montré une forme de courage en affrontant une grande partie du système médiatique qui était plutôt hostile. On l'a vu avec la question de France Info, qui a refusé de l'inviter. Donc, c'est pour ça qu'il a été très bon. Maintenant, c'est très bien de porter un constat, mais on a vu beaucoup d'hommes politiques talentueux comme Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, à ne jamais faire la conversion entre un homme populaire qui suscite de l'intérêt à faire une conversion comme président de la République. Oui, parce que l'audience même à la télévision, ce n'est pas des voix lors des élections. Il ne faut pas confondre, vous avez raison. Mathieu Louvès, il est candidat là? Il n'est pas encore officiellement candidat. Cette décision et de la date de sa candidature, c'est un moment qui lui appartient. Comme disait Monsieur T, il connaît le monde politique. Il a été journaliste politique pendant des années. Aujourd'hui, officiellement, il l'est encore, parce qu'il n'est pas encore candidat. Et il sait, grâce à son expérience, quel sera le moment le plus opportun pour porter sa candidature et pour continuer cet élan qu'il y a déjà derrière lui et pour le porter le plus haut possible avant l'élection du premier tour. Élection donc dans quelques mois maintenant. Président encore en place, Emmanuel Macron. Il en a forcément un peu pris pour son grade ce soir. Pour moi, un président, c'est ce que dit Édouard Philippe. Il a 2, 3 grandes lignes, il sait où il veut aller, mais il n'est pas obligé de mettre les mains dans le cambouis tous les jours. Ça, c'est une vision dévoyée du président. Vous connaissez le mot de Borloo sur Nicolas Sarkozy, le mot le plus drôle sur Nicolas Sarkozy, qui disait « c'est le seul type qui s'est fait élire président de la République pour devenir Premier ministre ». C'est un mot très juste, mais qui pourrait s'accorder à Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il réinvente pratiquement le poste de président, William T, Éric Zemmour, à sa façon? Non, il ne l'invente pas. Ça a été théorisé par le général de Gaulle lorsqu'il a fait la constitution du 4 octobre 58. Mais en fait, là où se trompe Éric Zemmour, c'est ce qui a changé. Ce n'est pas le fait que les gens ont changé de fonction. C'est l'apparition du quinquennat et la concordance de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Tout a changé quand même. Si Éric Zemmour est élu président de la République, il sera à la fois le chef de l'État, également le chef du gouvernement. Ce que je dis n'est faux constitutionnellement et juridiquement. Mais il le sera de facto, en tout cas au niveau des Français. Donc, et la question, c'est est-ce que Éric Zemmour
Zemmour sera capable de s'adapter parce que les Français qui éventuellement voteront pour lui attendront de lui qu'il ait des résultats, pas uniquement qu'il ait 2-3 lignes. C'est exactement le même constat qu'avait formulé Emmanuel Macron en 2017. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il disait qu'il était le maître des horloges, qu'il ne voulait pas parler à la presse, qu'il avait son Premier ministre pour gérer le quotidien. Et au final, au bout de 4 mois, il s'est remis dans le jeu parce que les Français l'attendaient au contact. Ils attendaient qu'il réponde aux problèmes concrets qui étaient arrivés très rapidement avec la question des appels et la démission du général Pierre de Villiers. Est-ce qu'Éric Zemmour est capable de passer d'une conceptualisation qui est très bien construite intellectuellement à une posture d'action? C'est ça qu'on attend de lui maintenant. Mathieu Louvès, il en est capable ou pas? Oui, bien sûr qu'il en est capable. Je le disais, polémiquer sur les plateaux de télévision, être à vos places, faire de l'audience, c'est bien, mais ce n'est pas pareil lorsqu'on se présente au suffrage des Français et qu'il faut convaincre les Français de voter pour soi. Alors, comme je disais, c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde politique, donc il est tout à fait capable de s'adapter à ce monde politique-là, on peut s'adapter et d'incarner cette fonction présidentielle comme il le définit très bien. Justement, c'est un homme d'État. Ça peut devenir un homme d'État. Il est déjà en train de constituer sa mue en homme d'État. Et finalement, on le voit, il ringardise déjà une certaine classe politique, notamment à droite, qui sont passés d'hommes d'État dans les années 60, 70, 80 à finalement des petits gestionnaires de petites régions ou de grandes régions ou de petites villes. Et on le voit aujourd'hui, ce que propose Éric Zemmour finalement, c'est de reprendre ce qu'avait initié le général de Gaulle dans la fonction présidentielle et même dans le monde politique de manière générale, c'est de réinstituer ces hommes politiques qui avaient une vision de la France, une vision passée, une vision présente et une vision d'avenir. Et c'est ce qu'il souhaite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il commence à tracer les sillons d'une route qui proposera ensuite aux Français d'emprunter. Et que les propositions viendront dans un second temps. Mais aujourd'hui, d'abord, il propose une vision de la France, une conception du pays, une conception des Français et de ce que doivent être les Français et vers quoi il veut les amener. Alors, on va écouter maintenant Éric Dupond-Moretti, c'est le garde des Sceaux. Il était chez nos amis de France Inter aujourd'hui. Il en pense quoi d'Éric Zemmour? Beaucoup de choses, apparemment. On l'écoute. Je pense que Zemmour, c'est comme le bulletin météo. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Dites-moi, quel est le sondage qui, à 6 mois d'une élection présidentielle, a vu juste? Dites-moi si les sondages concernant la réélection de Trump, le Brexit, les européennes, sont des sondages qui ont vu juste. Donc, un peu marre, un peu ras-le-bol de faire le buzz là-dessus. Et au fond, on perd le débat de fond parce que nous n'avons pas de débat de fond. Et ce que l'on garde, c'est la mousse et l'écume. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Aucun. Est-ce que Éric Zemmour ne crée pas justement un débat de fond? Est-ce qu'il n'a pas fait émerger des sujets dont vous ne parlez pas par peur de choquer ou d'être taxé d'être d'extrême droite? Déjà, je vais reprendre Éric Dupond-Moretti. On savait qu'il était un mauvais ministre de la Justice. Maintenant, on sait qu'il est un mauvais politologue parce qu'il dit que les sondages se sont trompés à 6 mois de l'élection. Ils ont vu juste sur François Hollande et ils ont vu juste sur Nicolas Sarkozy en 2007. Donc Dupond-Moretti a une vision de l'histoire qui est plutôt... Oui, mais il en a marre. Il en a marre. Et sur la question que vous portez, sur la question du fond, et bien sûr qu'Éric Zemmour apporte des sujets. Pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour monte actuellement? C'est parce qu'il laisse une place, il occupe une place qui est vacante à la fois par le Rassemblement national et par la droite, donc les Républicains, qui ont... Marine Le Pen s'est normalisée. C'est pas vacant, pardonnez-moi. Il siphonne beaucoup. Non, mais il siphonne. Mais ça existe un petit peu quand même. Oui, mais il siphonne parce qu'il apporte des sujets et il répond aux préoccupations que ses électeurs attendent. Une partie des électeurs de Fillon s'étaient retrouvés en 2017 et ont été déçus qu'au bout de 2-3 semaines, après la défaite de François Fillon, les LR ont abandonné le programme de François Fillon. Pourquoi est-ce que les électeurs du RN sont déçus? Parce que Marine Le Pen s'est normalisée et donc du coup elle essaie de se recentrer pour se donner entre guillemets une image présidentielle. Et c'est pour ça qu'Éric Zemmour s'est engouffré dedans auprès des déçus de LR et des déçus du RN. Ensuite, sur la question du débat de fond, évidemment qu'il apporte des sujets de fond qui sont très importants, mais les sujets de fond sont véritablement immenses. Il y a évidemment, il pose la question de l'immigration, la question de l'identité et même la question de l'État-nation aujourd'hui qui est en demeure, qui est en risque depuis la crise financière de 2008 et qui s'est accentuée par la crise sanitaire. Et est-ce qu'il aborde les autres visions? Il dit qu'il est un président gaulliste et c'est un homme d'État. Nous, on avons travaillé sur Donald Trump et sur Boris Johnson. La différence entre Éric Zemmour, Donald Trump et Boris Johnson, c'est que Boris Johnson avait été maire de Londres et il avait montré qu'il savait gérer une collectivité. Donald Trump a été un multimilliardaire qui a géré des entreprises. Une réussite dans les entreprises dans le monde américain, c'est le success story à l'américaine. Actuellement, Éric Zemmour, il ressemble à un homme politique de la Troisième République. Concrètement, que Éric Zemmour a déjà évincé le candidat LR qui va arriver prochainement, la candidate RN et qu'il a carrément siphonné déjà à droite. C'est fait? Non,
pour l'instant, pas encore, c'est qu'il est en train il a environ un tiers de l'électorat LR et un tiers de l'électorat RN. La difficulté, c'est ce que je vous disais, c'est capable de se transformer en mu. Pourquoi est-ce que Donald Trump a réussi? Parce qu'aux États-Unis, réussir à monter sa boîte, c'est la success story à l'américaine. Est-ce que Éric Zemmour correspond à la success story à la française? Justement, Éric Zemmour, sur le Rassemblement national ce soir à Versailles, on l'écoute et vous allez pouvoir réagir, Mathieu Louvès. Éric Zemmour ce soir à Versailles. Le Rassemblement national a sa raison d'être. Il est d'abord le parti de Marine Le Pen. Maintenant, je parle de LR, vous avez compris, parce que j'ai montré, si vous voulez, que le rassemblement voulu par Chirac du RPR et de l'UDF avait été une catastrophe. Et donc, naturellement, les deux familles politiques se retrouvent et se réinventent. Mathieu Louvès, ça veut dire qu'il a réussi là où tout le monde a échoué jusqu'à maintenant? Cette union des droites que propose Éric Zemmour à travers l'électorat, c'est quelque chose que tout homme politique de droite rêve de faire depuis des années. Nicolas Sarkozy avait plus ou moins réussi à le faire en 2007. Il avait perdu cet électorat, on va dire, qui était attaché à certaines valeurs de la droite, notamment sur l'immigration et la sécurité en 2012. La droite l'a encore un peu plus perdu au fil des années et aujourd'hui, elle ne le retrouve plus. Et cet électorat s'était retrouvé en partie du côté de Marine Le Pen. Et on le voit aujourd'hui qu'ils ont compris que Marine Le Pen était en incapacité d'exercer les fonctions présidentielles. Mais il dit dans le même temps que le RN a sa raison d'être. Alors moi, je ne comprends plus rien. Mais ce que souhaite Éric Zemmour, ce n'est pas ni taper d'un coup de la main droite sur le Front National et de la main gauche sur LR pour que les deux partis explosent totalement. Il veut le faire une fois qu'ils ont détourné, c'est ça ? Éric Zemmour, c'est créer une union autour d'un électorat et autour des Français qui ensuite entraîneront, mais sans faire union avec les candidats, entraîneront ces partis et les personnalités de ces partis derrière lui pour créer une dynamique qui permettra ensuite au moment de l'élection présidentielle de battre Emmanuel Macron. C'est pour ça très concrètement au l'IMT que lorsque Marine Le Pen lui dit je suis là Éric Zemmour, prends-moi la main et on y va ensemble mais derrière moi, il lui répond fin de non-recevoir. Et en fait, Marine Le Pen a un problème, c'est qu'elle est actuellement en déclin et Éric Zemmour est en dynamique. Ouais. Et en fait, en disant ça, Marine Le Pen montre sa propre faiblesse. Marine Le Pen a intérêt à s'allier avec Éric Zemmour parce qu'elle récupère une grande partie de son électorat. Mais est-ce qu'Éric Zemmour a intérêt à s'allier avec Marine Le Pen? Moi, je pense pas. Et je pense pas qu'il le fera. Ce que vise Éric Zemmour, c'est recomposer les droites. Et donc, éventuellement, s'il est élu président de la République, ce que je pense pas à l'heure actuelle si l'élection avait lieu dimanche, mais en tout cas, il pourra recomposer la droite après les élections législatives en détruisant LR et le RN pour recréer un gros bloc de droite. Et à ce moment-là, c'est pour ça que les vieux partis résistent, comme LR et le RN, parce qu'il dit le RN a sa raison d'être. C'est parce que quand on prend la typologie des trois droites de René Raymond, en fait, vous avez les orléanistes qui sont actuellement chez Emmanuel Macron et chez Édouard Philippe, les bonapartistes qui étaient chez LR et les légitimistes chez le RN. Là où Éric Zemmour s'inscrit, c'est qu'il veut faire la fusion des bonapartistes et des légitimistes. Et donc il veut se mettre entre les deux, mais sans récupérer les partis politiques qui sont démonétisés. Pendant ce temps-là, les candidates à la présidentielle, Marine Le Pen, Anne Hidalgo ce matin sur LCI, s'en prennent directement au peut-être prochain candidat Éric Zemmour. Ce matin, regardez, Marine Le Pen pense quelque chose d'Éric Zemmour concernant les femmes. On l'écoute. Je ne crois pas qu'il ait peur des femmes, mais je pense qu'il a une vision de la femme qui est une vision qui réduit les capacités des femmes, qui réduit leurs espérances, qui réduit leur pouvoir, puisqu'il dit lui-même que les femmes ne sont pas faites pour accéder à des postes de pouvoir. Ça vous choque ces propos sur les femmes ? Oui, ça me choque. En tout cas, je suis totalement en divergence avec cette vision de la femme. Moi, je suis profondément sûr qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Réponse de Éric Zemmour ce soir à Versailles. Je suis ni macho, ni galant, répond-il donc à Anne Hidalgo ce matin sur LCI et à Marine Le Pen sur France 2. Mathieu Louvès. Tout d'abord, je suis assez étonné d'entendre ces propos de Marine Le Pen qui reprend un peu la même rhétorique que la gauche finalement au sujet d'Éric Zemmour, qui est en train de faire ce qu'elle-même a longtemps reproché aux partis de gauche ou on va dire de droite traditionnelle, c'est-à-dire d'extrapoler des propos et de la diaboliser. Éric Zemmour, comme il le dit, n'est ni macho ni galant, et même, je vais même aller plus loin. Je pense que c'est l'une des personnalités qui aujourd'hui, par ses positions et ses constats, est peut-être le plus à même de défendre les femmes. Quand il propose des mesures qui posent des constats assez forts sur la sécurité et l'islamisation,
c'est pour notamment défendre les femmes. Quand les femmes se font agresser dans la rue par des personnes issues de l'immigration, ou quand les femmes dans certains quartiers sont interdites de vivre librement à cause de l'islamisation de ces quartiers, Éric Zemmour, lui, pose ses constats et propose justement de détruire cette islamisation dans les quartiers et de mettre fin à l'insécurité et à l'injustice qui règne dans le pays. Oui, Éric Zemmour est un homme qui déteste les femmes et qui les méprise, disait ce matin Anne Hidalgo, pour être extrêmement précis. William T. C'est un peu caricatural, parce que je suis d'accord avec Mathieu Louvès. Il défend une partie, mais il défend ça sous l'angle de la civilisation. C'est-à-dire que la diabolisation de Éric Zemmour, ça ne va pas fonctionner? Non, mais la diabolisation ne marchera pas, parce que cet électorat est vacciné. Ils ont diabolisé Sarkozy en 2012 en le décrivant comme Pétain. Ils ont diabolisé François Fillon en disant que c'était le pire des voleurs. Aujourd'hui, 3-4 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé sur la campagne présidentielle de 2017. Ils ont diabolisé Jean-Marie Le Pen, ils ont diabolisé Marine Le Pen, cet électorat-là. Donc ils y croient pas à la question de la diabolisation. Et Marine Le Pen tombe dans le piège de la gauche. En fait, elle reprend les éléments de langage de la gauche pour attaquer Éric Zemmour, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour apporte une réponse qui est partielle? C'est ce que je vous décrivais dans la première réponse. En fait, il décrit sur la question de défense et sur la question de conservation. C'est-à-dire qu'il décrit pourquoi est-ce qu'il défend les femmes dans les aspects d'espace public, parce que les femmes aujourd'hui ne peuvent pas aller dans tous les cafés, elles sont pas libres. Lorsqu'il dit par exemple que les femmes, mais là où il a un problème, pour gouverner par exemple, pour diriger des grandes entreprises, ne sont pas à la hauteur. En fait, là où il a un problème, c'est sur la capacité de projection. Éric Zemmour est très bon sur la conservation pour la défense, mais il n'arrive pas à projeter, à modéliser ce que pour lui est la société idéale. Il n'a pas parlé de ce que c'est que pour lui, ce que c'est par rapport au corporatisme, par rapport à la mobilité sociale verticale et horizontale. On ne sait toujours pas en fait ce qu'il propose. Vous avez décrit une de ces citations qui démontre une partie de son envie, c'est-à-dire qu'il est pour la méritocratie, mais il ne promouvra jamais la discrimination positive. Ça a des bons côtés et ça a des mauvais côtés. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment il conçoit en fait la société en global, hormis en défense et en protection, mais il n'arrive pas à imaginer ce que serait que la société du 21e siècle. C'était valable de porter ce type de constat au 20e, mais la question que doit porter Éric Zemmour, c'est pas est-ce qu'on veut revenir dans le 20e, c'est comment est-ce qu'il doit imaginer la société française du 21e siècle. Éric Zemmour est-il sexiste? Je pense pas. Si c'est pour reprendre les propos sur la question de la parité, nous avons travaillé dessus. En fait, on a réussi à démontrer à partir des études d'Harvard et de Georgetown qu'en fait la discrimination positive, donc il y a des totems qui est la question de la parité, ne fonctionne pas parce qu'elle fonctionne à court terme. Et en fait, à long terme, vous enfermez les gens dans les cases. Après, est-ce qu'il est sexiste? Si on reprend tous ses propos, il y a des propos qui sont sexistes, mais je serais incapable de savoir s'il est sexiste ou pas. J'ai jamais parlé de ça avec lui. Peut-il être victime de l'effet soufflé? C'est-à-dire, ça gonfle, et tout d'un coup, ça va redescendre? Actuellement, ce qu'on assiste, c'est qu'en fait, il est monté très rapidement. C'était un des records. On n'a jamais vu ça dans une élection présidentielle. Par contre, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il est en train de se tasser. C'est-à-dire qu'il a un blocage d'intention de vote entre 14 et 17, parce qu'il est en train de s'attaquer à ce qu'on appelle les noyaux durs de chaque électorat. Le nombre de sympathisants LR est d'environ 12%, le nombre de sympathisants RN aux alentours de 14%. Et en fait, est-ce qu'il arrivera à convaincre ses électeurs de lâcher leur famille politique d'origine, auxquelles ils ont milité, combattu pendant des années? Mathieu Louvès en sait quelque chose, pour venir chez lui. Ce qu'il faut, Éric Zemmour, c'est qu'actuellement, il a réussi la première étape. Maintenant, la question qui se pose pour lui, c'est d'incarner la deuxième, donc d'incarner une forme de crédibilité. Et puis la troisième étape, c'est d'incarner la projection. Il faut que les gens arrivent à visualiser ce qu'il pourrait faire comme président de la République. Il est très bon pour commenter, mais dans l'action, il dit lui-même qu'il ne voudra pas agir au quotidien. Mathieu Louvès, en toute honnêteté, vous pensez vraiment qu'Éric Zemmour peut devenir président? Oui, bien sûr. Les enquêtes d'opinion aujourd'hui prouvent, comme le disait William T, qu'il est dans une dynamique. La politique, vous savez, c'est d'abord des dynamiques. Il est dans une dynamique, contrairement à Marine Le Pen et aux candidats potentiellement LR, Xavier Bertrand, qui, eux, sont en train de diminuer dans les sondages. Et effectivement, actuellement, il s'attaque au noyau dur des électorats. Mais il y a aussi une barrière, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas encore déclaré candidat. Je pense qu'au moment où il se déclarera candidat, cette barrière sautera, puisqu'il y aura une confiance auprès des électeurs dans sa candidature. Comme je disais, cette décision lui appartient. Mais il le fera le 11 novembre, tout le monde le sait. Cette décision lui appartient. Le 11 novembre il regarde le moment le plus opportun. Il va prendre une date historique. Il prendra la date qu'il veut, peut-être une date historique, peut-être une date qui lui sera historique. Et on verra ça au moment où il se déclarera. Merci messieurs d'être venus dans le face-à-face. On peut tout se dire en ce mardi soir. On revient bien sûr demain avec toute l'équipe dès 22h30. Merci d'avoir été avec nous. Très belle nuit à vous. Dans quelques instants, l'édition de la nuit avec Anne Maquignon. À demain. Salut.